Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, la traque de Roberto Succo. Fin des années 80, des meurtres et des viols sans lien apparent entre eux sont commis dans différentes régions de France en l'espace de quelques mois. Qui se cache donc derrière ce parcours sanglant ? Le jeudi 28 janvier 1988, Michel Morandin et Claude Ayazi, deux policiers toulonnais, se rendent à l'hôtel Prémar, dans le centre-ville de Toulon, dans le Var. Ils enquêtent sur un règlement de compte entre proxénètes et ils ont besoin de poser des questions à deux femmes qui travaillent au bar où a eu lieu ce règlement de compte. Elles vivent le temps de leur contrat à l'hôtel Prémar, près du port de Toulon. Pour les enquêteurs, c'est une opération de routine. Ils ne savent pas sur qui ils vont tomber, mais ils n'imaginent pas une seconde que ça puisse être dangereux. Arrivés au 2e étage de l'hôtel, les policiers se dirigent vers la chambre numéro 7. C'est alors que des coups de feu claquent. 5 en tout sont tirés, atteignant Michel Morandin et Claude Ayazi. Les deux hommes sont blessés. Le tireur sort de sa chambre et s'approche de Michel Morandin, déjà à terre. Avec une froideur glaçante, il pointe le canon de son arme vers le policier et l'abat. Puis il s'enfuit. Fusillade aujourd'hui à Toulon. Un policier a été tué et un autre a été blessé. Les deux hommes enquêtaient sur un règlement de compte qui s'est déroulé la nuit dernière. Ce midi à Toulon, l'enquête a mal tourné. Que s'est-il passé ce jeudi après-midi dans cet hôtel de Toulon ? Pourquoi cette discrète opération de police a-t-elle tourné au bain de sang ? Les collègues de Michel Morandin et Claude Ayazi veulent le comprendre. Les premiers éléments de leur enquête désignent le tireur comme un certain André. Déserteur de la Légion étrangère, probablement originaire d'Allemagne de l'Ouest et âgé d'une vingtaine d'années. Des témoins pensent l'avoir aperçu le soir même à Marseille, à plus de 60 km de Toulon. Au fur et à mesure de la soirée, la description du tueur se fait de plus en plus précise. Surnommé Dédé, il est de type européen, mesure 1,70 m et de corpulence athlétique et a un accent germanique. Grâce aux effets personnels retrouvés dans sa chambre d'hôtel, les policiers ont sa photo. Ils ont aussi pu trouver sa voiture, une Alfa Romeo, dans laquelle il y avait un uniforme de l'armée de l'air française et des armes. Mais aucune trace de ses papiers d'identité. À Toulon comme à Marseille, des centaines de policiers effectuent des descentes dans les quartiers où ils pensent que l'homme qu'ils cherchent a pu se cacher. Le vendredi, l'affaire prend une ampleur nationale, mais Dédé reste introuvable. Et un avis de recherche, accompagné de la photo de celui qu'on appelle André, est diffusé dans toute la France. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, et le ministre délégué chargé de la Sécurité expriment le sentiment de répulsion, disent-ils, que leur inspirent les conditions particulièrement odieuses de l'assassinat de l'inspecteur divisionnaire Michel Morandin. Le samedi 30 janvier au matin, 2 jours après la fusillade dans l'hôtel toulonnais, un homme entre dans une station-service de Rolle, en Suisse, entre Genève et Lausanne. Sous la menace d'une arme, il se fait remettre la caisse, 500 francs suisses et 200 francs français. Quelques minutes plus tard, 2 gendarmes essaient de l'intercepter. En vain. Damien, après avoir évité de peu les gendarmes, l'homme monte dans la voiture d'une automobiliste. Il est toujours armé, il va menacer cette femme en lui disant « J'ai tué un flic ». Elle est évidemment terrorisée, elle démarre, mais quelques centaines de mètres plus loin, elle se heurte à un barrage de policiers. Dédé, puisque c'est bien lui qui est monté dans la voiture de cette femme, sort alors de la voiture. Oui, et dans la confusion la plus totale, on a même du mal à comprendre comment il arrive à s'échapper, mais en tout cas, il y parvient. Au passage, il arrive même à voler une mitraillette. Alors, il va se cacher pas très loin, dans un wagon de marchandises qui stationne sur une voie ferrée. Là encore, les policiers vont le repérer. Nouvelle fusillade, mais encore une fois, Dédé parvient à s'échapper.
Il est repéré une nouvelle fois dans la soirée, toujours en Suisse, à Lys, dans une ville située à environ 20 km de Berne. Où il va faire irruption dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. Les locataires, ce sont 2 jeunes couples et ils seront un à un neutralisés, ligotés. Dédé va même violer l'une des jeunes femmes. Il va attendre la nuit noire, que la nuit soit totalement tombée, pour s'échapper, pour se perdre une nouvelle fois dans l'obscurité. Le lundi 1er février, ça fait donc seulement 4 jours qu'a eu lieu le meurtre du policier à Toulon. Il y a une vraie panique qui s'installe. Cet homme n'a l'air d'avoir aucune limite, tout le monde a peur, surtout qu'on commence à regarder aussi d'autres crimes non résolus sur les derniers mois, sur les dernières années, et à se demander si ce Dédé n'est pas un tueur en série. 9 mois plus tôt, le lundi 27 avril 1987, vers 11h du matin, Franz Woodin, une jeune femme de 30 ans, quitte son domicile à Sévrier, sur les bords du lac d'Annecy, au volant de sa voiture, une Austin grise. En fin de journée, son amie, qui s'inquiète de n'avoir plus de nouvelles d'elle, va déclarer sa disparition. À 23h30 le même jour, Michel Astoul, médecin de 27 ans, exerçant à 200 km d'Annecy, quitte son travail à l'hôpital de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, pour rentrer chez lui en voiture. Il n'arrivera jamais à destination. Dès le lendemain, le mardi 28 avril 1987, l'Austin grise de Franz Woodin est retrouvée à 260 km d'Annecy, dans les Alpes de Haute-Provence, et plus précisément sur la commune de Château-Arnoux. La voiture du médecin, elle, est retrouvée près d'Annecy. Sur le moment, cette étrange chassé-croisé laisse penser aux enquêteurs que les 2 disparus ont été enlevés par la même personne. Un autre élément achève de les convaincre. La même nuit, au col de Luce-la-Croix-Haute, dans la Drôme, à mi-chemin entre Sisteron et Annecy, un chauffeur de taxi, qui s'était arrêté pour se reposer quelques minutes, a été agressé par un homme armé qui voulait lui prendre sa voiture. Cet homme était accompagné d'une jeune femme asiatique, comme Franz Woodin. Le chauffeur de taxi a réussi à s'échapper. Il a donné un signalement assez précis de cet homme. Jeune, vêtu d'un treillis et de Rangers, les cheveux courts et noirs. Une description qui colle parfaitement avec la photo du tueur de Michel Morandin. 2 mois après les disparitions de la jeune femme et du médecin, une femme et son fils de 15 ans sont agressés eux aussi par un homme masqué et armé en Savoie, à Puny-Châtenot, près d'Aix-les-Bains. L'homme les force à monter dans leur voiture et à emprunter une petite route de montagne. Les gendarmes, partis à leur recherche, retrouvent un peu plus tard la femme et son fils, complètement nus, au bord de la route. Après les avoir fait déshabiller, leur agresseur a gardé la voiture et a fui. La mère et le fils le décrivent comme parlant par monosyllabes, le visage dissimulé dans un sac en plastique d'épicerie et vêtu d'un treillis. Seuls dépassent ses cheveux châtain clair avec des mèches blondes, son nez et ses yeux, témoigne la mère. Il était 22h30, il faisait nuit, je suis incapable de dire si ses yeux étaient bleus, tellement j'étais terrorisée par ce regard. Les gendarmes tentent de le prendre en chasse, mais l'homme leur échappe. Il abandonne le véhicule et part à pied à travers un lotissement. Le dimanche 18 octobre 1987, près de 6 mois après la disparition de Franz Woodin et Michel Astoul, un corps en état de décomposition avancée est retrouvé derrière une vieille maison, dans le village d'Épercy en Savoie. De rapides analyses permettent de confirmer ce que craignaient les enquêteurs. C'est celui de Michel Astoul. Alors que les polices françaises et suisses sont aux trousses de cet André, les enquêteurs pensent désormais qu'il pourrait être le dénominateur commun à tous ces crimes perpétrés dans le sud de la France pendant plusieurs mois. D'Amiens, le lundi 1er février, 4 jours après l'assassinat du policier Michel Morandin, un homme est arrêté en Suisse. À Zurich, plus précisément. Cet homme, il s'appelle Andreas Kolb. C'est un homme qui s'est engagé dans la Légion étrangère à Aubagne, près de Marseille, en 1984. Il s'est engagé sous le nom de Bruno Kurt. Ça arrive souvent que les légionnaires s'inscrivent sous des noms d'emprunt. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a déserté 3 semaines après avoir intégré la Légion étrangère, donc très rapidement. Tout aussi rapidement, les gendarmes vont comprendre, malheureusement, que s'ils ont réussi à remonter la trace de cet Andreas Kolb, c'est qu'en réalité, ce n'est pas lui le tueur. Le tueur, il a usurpé l'identité d'Andreas Kolb. Donc les enquêteurs, ils ont seulement un prénom et une photo pour retrouver le meurtrier depuis le début de l'enquête. Et donc là, ils s'aperçoivent que la photo, c'est la bonne, mais que le nom ne correspond pas. C'est quelqu'un qui a usurpé l'identité d'un homme.
Le temps que cette enquête se fasse, le tueur qui a fui en Suisse continue à sévir. Oui, en une semaine, depuis le début de sa folle cavale, il a déjà violé 3 femmes dans la région de Lys, en Suisse. Et ce n'est pas tout. Depuis la veille, les enquêteurs pensent qu'il serait aussi l'homme qui a attaqué, dans la nuit du 3 au 4 janvier, un couple dans la presqu'île de Gien. Là, on est de retour dans le sud de la France. À cet endroit, il a violé la femme sous les yeux de son mari, ligotée dans une chambre. Cette terrible nuit, armé d'un revolver, cet homme portait une cagoule et des gants. Qu'est-ce qui explique que cet homme, qui a commis déjà un certain nombre de crimes sur le territoire, n'ait pas été appréhendé plus tôt ? Alors d'abord parce qu'on le répète, on ne cherchait pas forcément la bonne personne. On est parti sur un prénom, on est parti sur un ancien légionnaire et il s'est avéré que c'était pas le bon. En plus, ce tueur, il est extrêmement mobile. On voit qu'il commet des actes dans les Bouches-du-Rhône près de Marseille, dans la région de Toulon, puis on le retrouve quelques jours ou quelques heures plus tard, beaucoup plus au nord, en Suisse. En plus, il commet ses actes sur 2 pays différents, donc ça rend forcément les recoupements beaucoup plus longs et l'enquête beaucoup plus difficile. Le lundi 8 février 1988, alors que la photo du tueur de Toulon a commencé à circuler depuis une semaine, une étudiante d'Aix-les-Bains contacte le psychologue de son université. Elle a vu l'avis de recherche placardé sur les murs de la fac, et depuis, elle n'arrête pas d'y penser. Elle n'est pas tout à fait sûre d'elle, mais il lui semble bien qu'elle connaît ce visage. En tout cas, il lui rappelle énormément celui d'un petit ami qu'elle a connu 1 an et demi plus tôt, fin 1986. Un type bizarre avec des habitudes étranges, tellement qu'elle pourrait le penser capable des atrocités décrites dans les journaux. Après avoir écouté la jeune femme, le conseiller pédagogique et psychologue de l'université lui dit qu'il pense que son témoignage pourrait être précieux. Et il décroche son téléphone pour contacter les gendarmes. C'est ainsi que l'étudiante se retrouve dans les locaux de la brigade de gendarmerie d'Aix-les-Bains. Elle confirme qu'elle connaît bien l'homme de la photo. Pour elle, il ne s'appelait pas André, il avait un surnom Jus, mais son vrai nom est à consonance italienne, car ce jeune homme n'est pas allemand, affirme-t-elle, mais italien. Et il s'appelle Roberto Succo. Sur les traces de l'assassin d'un inspecteur de police de Toulon abattu le 28 janvier dernier, cette fois, l'homme a été identifié. Jusqu'à présent, on l'appelait d'une manière assez vague André. On sait maintenant qu'il s'agit d'un Italien prénommé Roberto et son nom c'est Succo. Damien, grâce à ce témoignage de l'étudiante, l'enquête fait un énorme pas en avant. Oui, parce que la description faite par cette jeune femme de cet homme va permettre de recouper finalement tous les témoignages accumulés depuis le début et de confirmer surtout que c'est bien un seul et même homme qui a commis tous les crimes que nous venons d'évoquer. Grâce au nom de Roberto Succo, on peut confronter les empreintes du tueur avec celles du petit ami italien de l'étudiant. Oui, le tueur a laissé beaucoup d'empreintes, notamment sur une bouteille de whisky et sur des boîtes de médicaments. À cette époque, pas d'analyse ADN possible, mais il y a quand même la possibilité de faire évidemment les empreintes digitales, dont un fichier centralisé existe. Donc on peut comparer 2 empreintes entre elles. Donc une petite équipe du SRPJ de la police judiciaire de Marseille va prendre la route de Venise en Italie dès le lundi 8 février au soir. Pourquoi Venise ? Parce que c'est là que Roberto Succo a été en quelque sorte rentré dans la base italienne des empreintes digitales et c'est là-bas qu'il faut aller faire les comparaisons. Quelques heures plus tard, les enquêteurs sont en mesure de confirmer que les empreintes correspondent bien. Oui, ce sont donc bien les empreintes de Roberto Succo, un Italien âgé de 25 ans. Terminée la piste d'André, le tueur suisse ou allemand, on a réussi à mettre un nom sur ce tueur. Ce que les enquêteurs vont découvrir aussi, c'est que ce Roberto Succo, il est bien connu de la police et de la justice italienne, qui avait perdu sa trace en réalité depuis qu'il s'était évadé après avoir commis un crime inimaginable. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, La traque de Roberto Succo. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.